Pour l'heure, Nicolas Caro, notre page culture d'Europe 1 matin, roman culte comme tous les vendredis, avec un monument littéraire américain. Aujourd'hui, vous avez choisi Gatsby le Magnifique. C'est le roman le plus connu de Francis Scott Fitzgerald, publié en 1925. L'histoire nous est racontée par Nick Carraway, un jeune homme d'à peine 30 ans. Il compte tenter sa chance dans la finance à New York. Il s'installe dans une toute petite maison sur Long Island, au milieu des grandes villas de milliardaires. Son voisin fait partie de cette haute société qui organise des soirées fastueuses, inondées de champagne, pleine de paillettes et d'outrances. Il s'appelle Jake Gatsby. Il est richissime. On ne sait pas vraiment d'où il vient et comment il a fait fortune. Ce qu'on sait, c'est qu'il est amoureux de la cousine de Nick, Daisy. Elle est mariée à Tom Buchanan, très riche aussi, mais beaucoup moins classe que Gatsby, bourru, un peu raciste sur les bords, un peu beauf. Le couple n'habite pas très loin et Gatsby va se servir de Nick pour approcher Daisy. Une histoire servie par le style de Fitzgerald, c'est Nick qui raconte l'histoire. On ne sait donc pas ce que Daisy et Gatsby se disent lorsqu'ils ne sont que tous les deux. Et c'est encore plus beau quand on ne dit pas tout. Ce train de vie dispendieux, ce goût pour la fête, ça ressemble d'ailleurs à la vraie vie de Scott Fitzgerald. C'est vrai, Scott Fitzgerald et sa femme Zelda étaient un couple people avant l'heure. Ils fréquentaient toutes les fêtes et les endroits à la mode, une image et une manière de vivre que Scott brocarde justement dans Gatsby le Magnifique. C'est d'abord un livre sur la superficialité des riches oisifs qui tentent par tous les moyens de tromper l'ennui. Alors le livre est mythique aujourd'hui, mais il a démarré très lentement. Un fiasco pour son éditeur. En 1925, Fitzgerald est pourtant déjà très connu, mais le livre ne dépasse pas les 30 000 exemplaires. Il faudra attendre les années 50-60 pour que le livre connaisse le succès. Jusqu'à aujourd'hui, Gatsby reste un mythe. Le film de Baz Luhrmann avec Léo DiCaprio était la 4e adaptation du livre, un roman qui finit mal, c'est presque une tragédie, mais qui dresse un formidable réquisitoire contre la vulgarité de l'argent, un tableau des années 20, des années folles, qui ressemble parfois un peu à notre époque. Oui, pas en tout cas pour l'enrichissement fabuleux, non, pas vraiment. Et un de ses héritiers, c'est Bret Easton Ellis, qui sera dans mon émission dimanche à 14h. Héritier littéraire. Héritier littéraire, bien sûr. C'était important de le préciser. Absolument. Gatsby le Magnifique, donc Francis Scott Fitzgerald, que vous nous recommandez en ce vendredi. Merci Nicolas Caro. La musique, Stéphanie Loire, et ce matin, les tubes de U2 revisités dans un album par U2. Exactement, au travers de cet album intitulé Songs of Surrender, U2 revisite son propre répertoire au travers d'un album qui contient 40 versions des plus grands airs composés par Bono, The Edge, Adam Clayton et Larry Mullen. In the name of love, one more in the name of love, in the name of love, one more in the name of love. Ces frissons assurés, les frissons les bons, un peu ceux de la fièvre. Pride in the Name of Love, sous un genre nouveau sur l'album de U2, réinventé par U2 sous la houlette de The Edge, qui est le guitariste du groupe et qui est à la production sur ce disque. Ce tube, il est issu de The Unforgettable Fire, publié en 1984. Ah oui, l'album mythique. À l'époque, U2 se tourne vers le producteur de génie Brian Eno pour renouveler ses sonorités. Pari réussi. Le résultat est à la hauteur des espérances. Ça donnera cet album majeur, dominé par des thèmes très américains, en particulier la figure de Martin Luther King, à qui est dédié Pride in the Name of Love. Parmi les 40 incontournables contenus dans ce disque de revisite maison, 40, on en a pour notre argent. On y va, on peut passer une super journée. With or Without You, publié en 1987 sur The Joshua Tree, l'album de la consécration, celui qui a installé définitivement U2 au panthéon du rock mondial. Avec ou sans vous, Dimitri, c'est vraiment différent, sachez-le. Ça sonne très Coldplay, celle-là. Ah bon? Oh, c'est pas sympa pour eux. C'est Nicolas Caro qui va partager mon avis. Qui parle fort. Des titres de YouTube qui sont réarrangés, cette fois avec plus de lenteur, un rythme nouveau, mais qui vient apporter, à mon sens, davantage d'intimité à ces grands classiques, tout en préservant bien sûr la substantifique moelle de U2, c'est-à-dire la puissance des messages. It's a beautiful day. Voilà, ça c'était Beautiful Day, extrait de Songs of Surrender de U2, dispo dès aujourd'hui, U2 repris par U2. Merci beaucoup Stéphanie Loire. Merci, à la semaine prochaine. On vous retrouve samedi, dimanche, 16h-17h dans Musique sur Europe 1. Dimanche, tiens, vous recevez le chanteur, on l'a dit tout à l'heure, Christophe Maé. Oui, j'en suis ravie.